François Hollande, il était très marrant. Il était beau le garçon, t'as vu comme il est joli? Moi je trouve tout le monde beau. Un kiff quoi, un kiff. Et non, l'assumance, l'assumption. Bonjour, je suis Alexis Méros et vous écoutez Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Vous auriez très bien pu vous retrouver face à mon invité du jour, un dimanche matin, dans les allées du marché de votre quartier, mains jointes, éternel sourire compatissant aux lèvres. Elle vous aurait dit « Mais comme je vous comprends, vous savez, c'est pour cela que je... » Et là, elle aurait déroulé tous les éléments de langage savamment préparés pour sa rencontre dominicale avec le peuple, c'est-à-dire vous. Femme politique, son destin paraissait déjà tout tracé. Mais alors quoi? Est-ce la mine du critérium qui s'est cassée ou le tarissement d'encre dans son stylo plume qui a changé sa destinée? Ce même Mont Blanc qui lui servait à écrire les discours des sénateurs dont elle était l'assistante, l'attachée, enfin la bonne à tout faire si j'en crois ce qu'elle raconte dans son roman Très très feutré, c'est le titre, qui narre par le menu la descente aux enfers d'une petite main de la vie politique. S'il s'agit d'un roman, bon, on y croit quand même fermement à ces histoires qui ne redorent pas le blason de nos politiciens, tous bords confondus. La lecture de ce récit, livré sous la forme d'un témoignage édifiant, nous étonne, nous amuse, nous horrifie tour à tour. On est désabusé par ce monde que la narratrice dévoile et on est solidaire avec elle. Elle qui, je ne divulgâche rien, réalité entrant dans l'hémicycle, change donc de vie pour se consacrer à divertir celle des autres. Mais que faire après avoir été immergé dans le faste, le luxe et la luxure du Sénat? Eh bien, semble-t-il s'affranchir de toute réserve et affronter la jungle du monde du podcast, bien loin d'un grand train de vie de sénateur. C'est ainsi que sous le nom de Madame Meuf, pseudonyme dont elle s'était affublée pour tenir un blog quand ils étaient encore à la mode, on peut désormais l'entendre discourir sur des thèmes divers, abordés par le prisme de ses expériences personnelles, multiples et variées. Féministe convaincue et convaincante. Quand elle enfile sa tenue de podcasteuse, elle peut tout à fait s'employer à répondre à la question épineuse de « Comment bien vivre sous le fascisme ?» Et être aussi à l'aise sur des sujets sexos comme « Pourquoi on simule ?» Les applis de rencontre hot ou hard, sexés pendant les règles, ou encore « Couple libre, on fait comment ?» C'est politique, hein, bien sûr. Mais en dehors de la littérature et des podcasts, c'est bien sur les planches que mon invité rassemble le maximum de suffrages. Déjà 2 spectacles à son actif. Si le premier tournait principalement autour de ses aventures professionnelles passées, le second s'annonce comme une conversation avec le public pour questionner, je cite, le dossier de presse, ce qui continue à fragiliser les femmes, ce qui leur confère du pouvoir et les contradictions qui leur font prendre les pieds dans le tapis. Tout un programme. C'est donc pour en savoir davantage sur ces projets qui s'accumulent sans pour autant se ressembler que j'ai rejoint cette comédienne, /autrice, /podcasteuse, /instagrammeuse, /mère de famille, /égérie, /muse, qui peut tout faire. Elle peut tout faire. Même discuter avec moi au bar Le Cyrano à Paris dans le 18e arrondissement. Bonjour Hélène Vézier, Madame Meuf. Bonjour Alexis, merci de me recevoir dans ce café qu'on aime bien tous les deux, je crois en plus, donc ça tombe bien. Exactement. On a déjà un point commun, en plus du podcast, Que en plus vous des avez romans. choisi. On a pas mal de points communs. Madame finalement. Meuf. Femme politique, c'est un défi. Humoriste, c'est un défi. Mais qu'est-ce qui n'est pas un défi aujourd'hui pour une femme en 2024 ? Je dirais le meilleur défi, le plus gros défi, ce serait de s'assumer, je crois. Et moi, ça m'a pris du temps, ça me prend encore du temps, ça nous prendra du temps, Inch'Allah, jusqu'à l'EHPAD. Mais disons que moi, j'ai quelque chose que mon metteur en scène me dit et que j'aime bien, qui est de me dire que je suis un peu une intruse. Quand j'étais dans la politique, je leur faisais des blagues, et quand je suis dans l'humour, je leur parle de politique. Et en fait, je pense que c'est ma patte. Et donc, je ne sais pas quel est le défi entre la politique ou quel est le défi entre la scène. Bien sûr, les deux sont des défis. D'ailleurs, il y en a un dans lequel j'ai quand même relativement échoué. Enfin, j'ai échoué dans la carrière politique. D'ailleurs, j'avais pas très envie de faire de politique moi-même. Mais là où j'ai pas échoué, où j'ai relevé un autre défi, effectivement, c'est que j'en ai fait quelque chose qui me plaît beaucoup plus. Donc, me servir de mon expérience passée pour en faire effectivement des spectacles, des livres, un peu de podcast aussi. Mais disons qu'en tout cas, mon filtre d'analyse m'a servi à quelque chose. Et aujourd'hui, j'en fais quelque chose qui m'amuse. Il y a des hommes politiques qui font ça pour la blague, à votre avis ? Oh, qui font ça pour la blague, non, mais en tout cas, il y en a qui ont beaucoup de sens de l'humour. François Hollande, il était très marrant. Il y en a qui ont vraiment... Il n'est pas mort. Non, c'est vrai que c'est moi. Il y en a qui ont de la répartie, Édouard Philippe et ses pseudo-bourdes, etc. Voilà, il y en a qui sont très drôles. Et puis, il y a évidemment une superbe, un phrasé, un kiff, quoi. Un kiff à être en public que peut reconnaître... qui peut rassembler l'acteur et le politique. Et ça, c'est pas nouveau, bien sûr. Mais est-ce qu'ils font ça pour l'humour ? Non, ils font ça pour...
Oh, je sais rien, ils font ça pour les chauffeurs. Moi, j'ai tendance à penser ça. Pour les chauffeurs. Ils font ça pour avoir un chauffeur perso. Cuisinier. Mais oui, regarde, par exemple, quand on a fusionné les régions en France, c'était le drame. Pourquoi ? Parce qu'après, ils n'avaient plus avoir leur gros bureau et leur chauffeur. Il allait falloir s'arranger à deux. Non, et je crois qu'ils font ça. En fait, ils font ça évidemment au départ pour la conviction, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes et les femmes politiques, quand même encore aujourd'hui pour beaucoup, sont militants depuis l'âge de 15 ans, 16 ans. Alors pour le PS, ils étaient tous à l'UNEF, et puis ensuite ils sont encore là à 76 ans, et donc ils font ça au départ pour la conviction, et ensuite parce que c'est quand même excitant de savoir avant tout le monde de quoi va être faite l'actualité, puisqu'on la fabrique, et puis parce que on est très entouré, et puis parce qu'on a du pouvoir, et puis parce qu'on parle, et parce qu'on vous écoute. Et tout ça, c'est quand même un kiff. D'ailleurs, moi-même, j'aime bien parler, qu'on m'écoute, mais en disant de choses. C'est le cas, là. En faisant de la politique autrement aussi. Et puis c'est le cas, j'aime bien. Vous auriez pu faire critique politique, finalement, après avoir digéré 15 ans, développer cet œil critique. Ok, pourquoi pas faire du journalisme, et puis avoir cet œil aiguisé, et puis cette verve que l'on vous connaît. Déjà, le journalisme, moi, y a quand même certains médias où je trouve que le langage, moi je suis assez fan de langage quand même, pour avoir écrit des discours, pour avoir fait Sciences Po, Sciences Pipo, pour aujourd'hui le manier de manière humoristique. Il y a beaucoup de presse où je suis quand même très embêtée, où j'aurais été très malheureuse aussi dans ces journaux-là, parce que c'est le même langage, c'est le même... voilà, quand tu vois que tous les BFM, pour pas les citer, il faut en citer 3, du coup, c'est des marques. J'en sais rien, je ne me pose pas cette question. Mais disons que voilà, tout ce genre de chaînes ou de médias ou d'articles qui copie-collent les communiqués de presse réutilisent les 4 éléments de langage qui ont été fournis par le parti. Enfin voilà, donc c'est un vrai sujet. Donc j'aurais été aussi malheureuse là-dedans. Et pourquoi pas avoir fait éditorialiste politique ? Parce que j'en avais marre de faire ce métier, j'en avais marre de servir la soupe, et j'avais envie de parler pour moi-même. Et la presse ne parle pas pour soi-même. Voilà, sauf certains très grands éditorialistes, mais sinon... non, j'avais pas du tout envie de ça. Je pensais à des personnes comme Salomé Saké, par exemple, qui sont journalistes, bien sûr. Qui ont une certaine force politique également. Oui, bien sûr. Critique de la vie politique. Mais qui sont de l'ordre de ce que j'appelle les éditorialistes, qui ont une vraie plume, une vraie une pensée et un affichage politique. Parce que il y a beaucoup de presse qui est supposée ne pas en avoir. Donc c'est différent. C'est d'autres sortes de blasts, etc. C'est d'autres formes de médias. Mais en tout cas, non, moi je crois que j'avais plus envie de toute façon de scène que d'analyse. Il se passe que j'ai un point de vue analytique parce que ça m'amuse, parce que j'aime le débat, mais comme tu le disais tout à l'heure en citant les quelques thèmes de podcasts récents, effectivement ça m'amuse autant de me demander si on peut être féministe et aimer, je sais pas, la soumission sexuelle par exemple. Voilà, j'ai envie de me saisir de ces questions qui m'amusent plus que le projet de loi de finances rectificatif 2023, tu vois. Étonnamment. Vous vous définiriez aujourd'hui comme humoriste ? J'aime pas trop le terme humoriste parce que, comme je te disais, j'ai l'impression que tu me vois que je te tutoie. Ouais, c'est ça, c'est mon petit côté condescendant. Non, mais ça me dérange absolument pas. Mon petit côté femme politique. Attention, parce que je vais bientôt t'appeler mon petit ou mon grand. Oui, mon ça va vraiment bien se passer. Comme dirait Gérald Darmanin. Non, humoriste, j'aime pas trop parce que, comme je te dis, j'ai l'impression que pour les cafés-théâtres, je suis pas assez dans la gaudriole. Et pour les intellos, je suis quand même un peu trop dans la gaudriole. Et en fait, moi, je navigue là-dedans et c'est mon Madame Meuf. Mon Madame, c'est mon côté sérieux, engagé, j'ai des trucs à dire, appelez-moi Madame. Et mon Meuf, c'est mon côté, mais passons par la connerie, le rentre-dedans, voilà, mon ton, quoi. Donc humoriste, pas que, non, plus autrice, quoi, je pense, et même comédienne d'ailleurs, ça c'est encore un petit peu de travail de psychanalyse à faire, mais c'est... Tu sais, quand tu arrives dans ce milieu-là, il y a beaucoup, tout le monde a fait les écoles de théâtre et les machins avec des théâtres, voilà. Et donc c'est compliqué d'arriver là-dedans. Alors avantage de faire de l'humour et des trucs perso, c'est que c'est ta patte à toi, voilà. Moi, j'ai jamais prévu de jouer dans Lucrèce Borgia, quoique superbe rôle, et quoique j'ai l'âge, et c'est le seul rôle que je pourrais jouer désormais. Mais en tout cas, comédienne, j'ai du mal encore à me l'approprier. Alors que pareil, papy, Alain Degois, mon metteur en scène, n'arrête pas de me dire, mais qu'est-ce qui paye déjà tes loyers ? C'est
C'est tes spectacles, hein, donc tu es comédienne. En fait, depuis quand tu joues? Ah oui, bah oui, depuis 4 ans, donc tu ne t'es jamais arrêtée, donc tu es comédienne. Bon. Mais j'ai du mal à me l'approprier, et donc autrice, et je pense quand même le nerf de chaque truc, du livre, du podcast, du spectacle, même les petites vidéos Instagram. Voilà, en fait, moi, ce que j'aime, c'est écrire vite, toutes les écritures, la vive, sur un petit bout d'iPhone, ou alors la longue comme le roman. Voilà, et je crois que c'est le truc qui m'excite le plus. Ce qui est amusant, c'est que et touchant, même si je déteste les gens qui disent c'est touchant, ça, tout le monde touchant, mais ce qui est assez émouvant, c'est à vous voir, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui est très sûr de soi et qui veut affirmer plein de choses. Moi, je fais ça, et en même temps, il y a du doute dans ses paroles. C'est comme si vous avez besoin de vous convaincre vous-même d'un peu tout. Oui, alors je rêverais d'être tombée dans une mare de confiance en soi en étant jeune. J'aurais adoré qu'on me mette en école de commerce pour sortir en me trouvant formidable. Un tout petit peu de mépris. Non, c'est pas vrai. Mais en fait, j'ai une admiration pour les gens comme ça qui savent ne pas questionner leur modèle et à la fois, effectivement, un peu de recul aussi, parce que... Comment ne pas questionner? En plus, dans le métier que je fais aujourd'hui, en fait, il y avait là où je peux sembler affirmer, c'est parce que j'ai go, il faut prendre son plaisir, il faut y aller, allez, il faut pas laisser passer son désir, allez, go, changeons de métier, etc. Enfin, en tout cas, moi, je le fais. Mais après ça, t'imagines bien, faut que je te vous vois, j'y arriverai jamais. C'est bien, Mon côté socialiste, tu sais, le tutoiement. Tu sais. On s'aime tellement entre gens de gauche. Et donc, quand j'étais au bord du ravin au moment du changement de métier, évidemment que j'étais complètement pétrie d'angoisse. Et puis de toute façon, je suis une angoissée, moi. Donc, étant une angoissée, oui, je suis obligée d'être un peu un rouleau compresseur avec moi-même. C'est-à-dire de me dire, allez, vas-y, quoi. Et comme j'ai quand même un petit chétan, j'ai quand même une très belle force de connerie en moi, et c'est ce qui m'a sauvée dans la politique. Sinon, je me serais foutue dans la scène, je ne sais quoi. Mais pour combattre l'ennui et le mépris, vraiment, heureusement que j'avais ma petite musique derrière de conneries, d'idées débiles, de divertissement et autres tentatives d'amusement. Mais en tout cas, ça me sauve un peu pour y aller quand même. Voilà, ça me sauve un peu pour y aller quand même. Mais les doutes, évidemment, qui sont là. Je fais un métier qui n'est que confrontation au public, comparaison aux autres, tous ces trucs dévastateurs. Donc oui, je doute. Et alors, c'est quoi le message? C'est quoi le message? Le message de quoi? Le message de Madame Meuf, d'Hélène Vézier. Je crois que c'est l'assumance, la soumazione. C'est la soumazione. Je crois que oui, il y a ça... Je me suis dit, elle nous fait une Ségolène Royal. Là. C'est la soumazione. Oui. J'adore. Oui, je fais une Ségolène. On a le droit au néologisme. C'était quoi la bravitude? La bravitude. La bravitude. Non, qu'est-ce que ce serait le message? Effectivement, c'est oser. J'aime bien quand même. Comme vous. Et ça m'oblige, en fait, moi ça m'oblige, ça oblige à écraser mes doutes, ça oblige à pas regarder toute la journée. Si je me regardais toute la journée et que je me questionnais, oui, c'est flippant ce que je fais, oui, ça peut être un échec monumental, oui, je sais pas quoi, mais bon. Donc oser quand même, je crois. Et pas avoir la flemme. Voilà, la force du désir, qu'elle soit plus forte que la force de l'inertie. Ça, c'est pas de moi, c'est de ma psy, évidemment. Et je recrache tout. La force du désir doit être plus forte que la force de l'inertie. T'as vu, je vais monter une secte. Voilà. J'aurais été bien en gouroute, pour faire des nouveaux mots. Vous réfléchissez là-dessus, on en parlera la prochaine fois. Bien sûr. Et être féministe également, c'est important. On n'a pas encore parlé depuis le début de cette interview, mais c'est un des moteurs de votre écriture, de vos spectacles, de vos podcasts, de tout. Oui, moi, mon féminisme, il a poussé pendant. J'ai 45 ans, moi, donc je suis née dans ces années 80 ultra sexistes où on mettait des nanas à poil partout à la télé. Aujourd'hui, j'écoute Sous mon sein la grenade, mais entre les deux, moi j'ai changé, mais je sais pas si tout a vraiment évolué en mieux d'ailleurs. En tout cas, moi, ça a poussé pendant, ça a poussé... On n'a plus Colaro à la télé. Oui, c'est déjà... oui. Moi, ça a poussé avec ma vie perso, avec ma capacité à m'autoriser quand même toujours le plaisir et le désir, parce que moi, ce que je raconte en partie dans mon nouveau spectacle, mais moi, voilà, je me suis quand même toujours beaucoup autorisé ça, toujours même petit chétan. Et ça a poussé évidemment dans le milieu politique, mais doucement, parce que le sexisme, évidemment, est toujours présent. Il est évidemment présent chez les femmes aussi, une partie des femmes politiques.
de droite. Oh non, pourquoi elle dit ça? C'est tellement caricatural. Donc, mais c'est pas totalement faux. Donc, j'ai en fait mis un couvercle aussi sur mon féminisme longtemps. Enfin, c'est même pas que j'ai mis un couvercle sur mon féminisme, c'est que moi, je suis arrivée dans ce milieu-là et puis j'avais une gentille éducation, bien gentille, bien bourgeoise, bien comme il faut. Et l'éducation à Rouen, les Bains. Et donc, moi, je dis toujours que l'éducation bourgeoise, on t'apprend avant à être sympa avec les autres, à être poli avec les autres, plutôt qu'à être sympa avec toi-même et à t'intéresser à toi-même. Et donc moi j'avais tout pour arriver là-dedans, dire oui, merci monsieur, bravo monsieur, c'est formidable monsieur, vous êtes extraordinaire monsieur. Et donc je me suis tue beaucoup et puis voilà, et donc ça a poussé pendant à force mais au début c'était pareil, beaucoup d'acceptation, ensuite beaucoup de banalisation, parce qu'ils maîtrisent aussi très bien le langage, ils sont tellement majoritaires les hommes politiques là-dedans que ouais, ça paraissait quand même très naturel, très logique. Pour moi, dans tous les métiers, c'était comme ça. Dans tous les métiers, on était enfermés dans des bureaux avec des canapés, avec des gars qui font la météo pour ta carrière, quoi. Et donc voilà, et je crois que c'est quand j'ai commencé à observer chez les autres, moi pour le coup devenir maman, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, c'est une catastrophe, c'est tutoiement. Et donc moi devenir maman pour le coup, de voir que mes enfants pouvaient subir ce genre de truc, cette violence insidieuse, ce jugement permanent, ou de voir chez d'autres collègues aussi plus jeunes que moi, voilà, ça a commencé à me soulever le cœur plus que pour moi, parce que je sais pas. Vous voulez changer le monde, mais pas par la politique. Moi, ouais. Aujourd'hui, ouais. Est-ce que je veux changer le monde? Ouais. Ah si, il faut aussi la changer par la politique, on n'a pas le choix. Bah, moi je vais pas... autant j'ai adoré la cérémonie d'ouverture des JO avec le sang qui sortait de la conciergerie, autant a priori je ne crois pas qu'on aille vers ça. Non, moi je pense qu'il faut changer le personnel politique et qu'il faut aussi changer avec la politique. Pourtant vous avez fait votre propre révolution, pardonnez-moi de vous avoir coupé. Oui, ouais. Ma révolution porte mon nom, comme dirait Jennifer, une autrice que nous connaissons tous. Eh bien, oui, des années. Mais ça, tu dis ça à un oral de Sciences Po, les mecs ils adorent. Ça, il faut le savoir. Il faut toujours placer à la fois des trucs popus et ils disent oh là là, quelle culture populaire, c'est incroyable. Alors que moi j'adore la télé-réalité. Mais donc, oui, moi j'ai fait ma révolution, mais après moi c'est pas pour autant que je donne une injonction à tout le monde de faire la sienne, ni même de faire celle du pays. Après, pour le changement politique, effectivement, il est dans les mentalités et il est aussi quand même dans la participation politique. On l'a vu récemment. Bon, alors, notre bulletin de vote, il a été taillé en pointe et finalement on s'est assis dessus. Mais il n'empêche qu'il y a eu quand même une petite fébrilité, une petite envie, quoi. Et donc, je crois qu'il faut passer par les deux, aller chercher aussi tous ces gens, parce que sur Instagram, sur plein de trucs, t'as des gens qui ont une pensée politique et qui parlent de politique autrement, justement, avec toutes les questions intimes ou toutes les questions féministes. Et bien ces gens-là, il faut qu'ils aillent mettre un bulletin de vote dans l'urne aussi. Donc c'est obligatoire. Alors, et les personnes qui suivent votre podcast, est-ce qu'ils sont là juste parce que ils disent elle est drôle quand même, ou est-ce que vous pensez vraiment que ce que vous essayez de distiller à travers tous ces propos humoristiques et hautement sympathiques en fait puisse faire fonctionner une réflexion chez votre public? Je pense que ça dépend des publics. Et moi, j'ai à la fois des... Quel irrespect, je m'annonce. Bon, c'est parti. Allez, j'y vais quand même. J'ai à la fois des vieux gars qui me kiffent et qui m'envoient des trucs abusés. D'accord. Voilà, et qui n'entendent que... C'est violent, en plus? Non, ils sont souvent très gentils, mais c'est complètement hors de propos. Ils gardent le slip, quoi. Mais oui, enfin, voilà. oui. Ceux qui reviennent régulièrement dans les messages, oui. Mais en tout cas, j'ai des gars qui entendent uniquement la liberté de parole et donc potentiellement sexuelle, je pense. Et puis j'ai des gens qui font le mélange de tout, tu vois, qui savent déjà, qui connaissent le parcours, qui ont vu là ça commence à devenir, parce que c'est quand même assez récent moi tout ce que je fais, ça commence à devenir un peu vertueux, c'est-à-dire que le podcast amène au spectacle, qui amène au bouquin, qui amène, etc. Tu vois, donc ça c'est cool. Je touche du bois. Mais donc ouais, ça dépend. Je pense qu'il y a les deux. Et moi d'ailleurs, tout n'est pas nécessairement. Des fois, c'est une observation. Je te dis, le podcast, c'est le truc quand même le plus vif, le plus frais, le plus simple. C'est un sujet, c'est le débat que j'aurais pu avoir à l'apéro si on s'était tutoyé.
Absolument. Tu vois, par C'est pour exemple. ça qu'on est dans un café. Voilà. Et puis le bouquin, il est différent. Le bouquin, il part du rigolo, il finit beaucoup moins rigolo. Et c'est moi aussi. Voilà, tu disais, j'ai l'air très affirmée, mais j'ai aussi des doutes. Voilà. Et donc, et puis moi, j'ai fait des milliards d'années de psy. Vraiment, j'ai commencé, j'avais 27 ans, j'en ai 45, j'ai arrêté 10 minutes. Je pense que je sais pas quand j'arrêterai, quand je serai ruinée. J'allais dire, c'est un budget. C'est un budget, ouais. Mais donc, il y a ça aussi. Il y a une part de. Voilà, tout n'est pas politique dans ce que je raconte. Il y a aussi beaucoup d'affirmation de soi et de trucs de psy, allons-y les amis, quoi. Autorisons-nous. On va faire un vrai ou faux. Mais juste avant, je tiens quand même à vous dire, Hélène Bézier, Madame Meuf, Ouais. c'est que on peut très bien être agent immobilier et puis devenir président de la République. Il y a des humoristes qui seraient tentés de faire ça. Pourquoi pas vous un jour? On ne Qui sait sont pas. tentés de devenir président de la République. Ah non, moi je pleurerais tous les jours. Je suis trop émotive pour ça. Allez, c'est le vrai ou faux. Le vrai Attention, ou faux. jingle. Oh là là. J'ai plusieurs trucs pour le vrai ou faux. Je ne sais pas dans quel sens je vais le commencer, mais Vrai, c'est vrai. Il a plein de feuilles. mais tiens, bah oui, voilà. Vrai ou faux, ça baisse vraiment au Sénat. Oui, ça baise. Bah, juste vrai, c'est tout. Il faut expliquer. Ça avait le droit de Il en faut dire expliquer. plus ou pas, d'ailleurs. Ça baise. Les vieux, ils baisent avec des moniques et les jeunes, ils baisent entre eux. Ça va, ça comme réponse? Très bien, c'est très bien. Vrai ou faux, votre livre, c'est l'occasion de tirer un trait ou solder les comptes avec cette période de votre vie. Oui, c'était bien là, ça y est, j'ai tout dit. En fait, quand on m'a proposé le bouquin, je m'étais déjà dit, oh là là, j'ai déjà fait un spectacle là-dessus. C'était une commande des éditions du Rocher. Et puis je voulais commencer à sortir parce que j'ai commencé à être identifiée par raconte sa vie dans la politique et je me suis dit bon moi je vais pas raconter ma vie dans la politique pendant 872 ans et j'avais pas non plus envie de faire de revue de presse parce que la revue de presse aujourd'hui elle est faite sur Twitter, enfin sur X et sur Instagram Ça va trop vite. en une minute, Ouais. ça n'a pas de plus-value d'en faire une sur scène. Et donc, voilà, et au final, j'ai adoré le faire parce que c'est beaucoup plus intime, beaucoup plus large, beaucoup plus psy que le spectacle. Mais par contre, effectivement, il y a un côté tirer un trait. Il y a aussi eu, en termes de chemin de vie, c'est un peu grotesque comme expression, mais c'est assez vrai. Et il y a aussi eu, j'ai quand même chialé sur la fin de l'écriture, sur certains chapitres. Et oui, j'avais envie de dire des trucs à certains gens. C'était... Mais c'est la fin d'un On cycle. va revenir dessus. Vrai ou faux, vous avez envoyé votre livre aux élus avec lesquels vous avez travaillé. Non, certainement pas. Je les ai même bloqués intégralement de l'intégralité des réseaux sociaux, totalement. Voilà. Et C'est pas de restreindre, Je n'ai- c'est bloquer. je n'ai pas du tout envie. Je pense qu'ils savent. J'ai pas eu d'emmerde. Mais j'ai plus le droit d'aller au Sénat. Voilà. Touchons du bois, Je suis blacklistée. pas d'emmerde. Non, mais c'est pas grave. Si j'ai des emmerdes, ça veut dire que ça buzz. Je m'en fous. C'est pas mal. Vrai ou faux, à l'origine, votre podcast s'appelait Un jour, un problème. Absolument. Alors ça, c'est une vérité. En fait, j'ai gagné un concours de pitch où Bababam, producteur de podcast, était présent. Et il cherchait un concept un podcast quotidien, enfin chaque jour de la semaine. Et puis moi je voulais faire Madame Meuf, voilà, et il m'avait dit oui, mais il voulait du coup c'est une histoire de droit, c'est pas très intéressant, mais il voulait co-déposer Madame Meuf. Moi j'avais déjà déposé Madame Meuf, j'avais envie que le truc m'appartienne, le nom, le principe, le concept, le ton. Et donc je voulais pas partager Madame Meuf, donc on a trouvé un autre nom tout simplement. Et en fait c'était chaque jour sa nouvelle emmerde. Et puis petit à petit ils m'ont dit mais quand même on dit toujours parce que c'était quand même 2 Madame Meuf, donc il y avait 850 titres, on comprenait rien. Ils m'ont dit oui mais on dit toujours Madame Meuf c'est mieux. Je leur ai dit bah oui les gars. Et donc on a remis à Madame Meuf, ouais, absolument. Mais c'est pas mal, chaque jour sa nouvelle emmerde. Franchement moi sous le prisme de la négativité, je trouvais à chaque jour une belle emmerde. Mais ça a changé parce qu'ils ne parlent Non, plus c'est pas forcément vrai. d'emmerde. Maintenant, je suis Maintenant, que c'est, positive. Oui. Chaque jour, son nouveau Ah ouais, non, j'ai mantra. vu mes pires plans cul, mes meilleurs plans cul. Voilà, Ah donc, oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un mec qui merci. m'a écrit en me disant que j'étais étonnée de ne pas faire partie des pires. Je lui ai pas répondu. Cette manière de revenir. Ne se prononce pas. Non. Vrai ou faux, vous avez repris du Céline Dion pour rendre hommage à Emmanuel Macron. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. À une époque, je faisais des chansons dans le podcast. J'adorais faire ça. Mais ça prend trop de temps. Oh, mais... Trop, j'ai pas le temps. Non, à une époque, je faisais des chansons, je sais pas pourquoi. J'avais commencé avec le confinement où j'avais fait confiner sur l'air de motiver le chant des partisans.
Et oui, j'avais fait quelques chansons. J'avais fait aussi J'ai touché le fond de la bouteille pendant le confinement sur Petit Pull Marine. Voilà, donc oui. Une source d'inspiration. Ouais, c'était le confinement, j'avais beaucoup de temps. Et là, donc, plus de chansons. J'ai plus le temps. Non, j'ai plus envie, je crois. Je sais pas, puis Même je pas là, chante un quand même peu. pas non plus follement. Hein. C'est sûr. Bah, j'aurais adoré mieux. être rockstar. Hein. Franchement, ça aurait été ma reconversion favorite. D'ailleurs, il n'est pas exclu que j'essaye. Bah, c'est pas vrai. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Rockstar, c'est le meilleur métier. Attends, Ouais. là, on t'avance une scène comme ça à l'Accor Arena, tu marches là, comme un top modèle. Et les gens sont. Moi, je pense même qu'il faudrait inventer un concept. C'est un concept que j'ai pour les enterrements de vie de jeunes filles. Tu fais un bar, tu remplis de gens qui s'en foutent comme de l'an 40, mais qui t'idolâtrent, quelle que soit la manière dont tu chantes. Et ça, ce serait vraiment un gros kiff. Il y a le coûte cher. karaoké et les gens bourrés. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est gratis. C'est nul comme concept. Le livre, d'ailleurs, il est là. Je l'ai dans ma main. Oh, il est beau. Moi, je l'avais lu en PDF. Maintenant, je l'ai en vrai. Le livre est signé Hélène Vézier. Oui, Le podcast et le spectacle, c'est Madame Meuf. oui. Mais What pourquoi the fuck et pourquoi What the fuck, je crois que Madame Meuf, c'est pas assez chic pour l'édition. Ah. Et non, mais en fait, le truc, c'est que si jamais j'avais fait un Madame Meuf te distille des conseils ou un bouquin féministe, je l'aurais signé Madame Meuf. Là, c'est plus intime. Et puis en fait je commence à mettre du Hélène Vézier. Au départ il n'y avait pas d'Hélène Vézier parce que effectivement tu l'avais dit en intro. J'écrivais un blog quand je m'ennuyais au Turbin. Et donc c'était l'époque des blogs, des petits blogs féminins, de nanas avec des petits cœurs en bois flotté entremêlés, là, grotesques. Et j'avais horreur de ça. Et donc j'ai commencé à faire des sujets dits féminins, de presse dite féminine, là, où on fait des quiches et des mioches. Et j'ai traité de même sujet, mais de manière un peu politique, rentre dedans et marrante. Et ça Avec s'appelait. de l'humour noir dedans. Et ça s'appelait. Ah ouais, peut-être, je sais pas. Et ça s'appelait Madame Meuf, en parodie de Madame Figaro, en fait, d'où le logo aussi. Hein. Et puis j'ai gardé le nom. Et puis j'avais bien envie qu'on sache pas aussi que je faisais ça en parallèle, parce que ça me prenait un petit peu de temps. Et puis j'ai ensuite gardé ce nom parce que le podcast s'appelle comme ça et ça va très bien pour le podcast. Et comme le podcast fonctionnait, c'est très long ce que je dis, hein, on a gardé pour le spectacle. Voilà. Mais un jour, il faudra juste que les trucs s'appellent Madame Meuf 1, Madame Meuf 2, Madame Meuf... tu vois, Madame Meuf 58 ans. Mais mes meufs, 75 ans. Je sais pas. Donc pour l'édition, ce sera Hélène Vézier. Ouais, pour l'édition, c'est Hélène Vézier. Puis pour les spectacles, en autrice-interprète, je mets quand même Hélène Vézier. Hein. Madame Meuf, c'est pas vraiment un perso, je sais pas, c'est mon titre, quoi. C'est mon ton. Et justement, c'est quoi la frontière? C'est marqué roman, mais on se doute que tout est vrai. Oui, c'était pour éviter la diffamation, tout simplement. Je te dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je ne sais plus quoi faire. Vous savez. Il faut choisir pour moi. Non, c'était pour éviter la diffamation. En fait, et c'est ce qui le rapproche du roman, c'est la narration qui est scindée en scénette, un peu rapide, un peu vive, etc. Parce que ça ratisse quand même une quinzaine d'années. Avec le fond politique qui est le vrai, effectivement, et puis les personnages qui sont les vrais, et puis voilà, et donc toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé est totalement volontaire. Et puis voilà, donc moi j'aurais préféré que ça sorte en récit. Hein. Que vous avez dit à votre psy qu'elle était citée plusieurs fois tout au long du Elle l'a lu. du récit. Ah, Elle bien. l'a lu, elle m'a fait des textos incroyables. Ah, non, elle l'a lu et elle m'a fait un retour trop cool. Oui. En fait, il n'y a pas qu'elle, parce que moi j'ai eu plein de psys, j'en ai écopé des tonnes. Ah d'accord. J'en ai écopé des tonnes. J'en ai eu une très méchante, un qui me draguait, une qui était nulle. Enfin voilà, j'en ai eu plein. Et là, j'en ai une que j'idolâtre. Donc ça y est, ça marche. Donc ouais, elle le sait. On sent dans ce roman qu'il y a beaucoup de... J'en parlais dans les vrais ou faux, en posant la question, est-ce qu'il y a du sexe au Sénat, mais ouais, on sent qu'il y a un truc, une sorte de grosse sensualité, il y a de la testostérone qui a envie de s'exprimer, quoi. Qui a envie de s'exprimer. Dans ma manière d'écrire. Non, Non, je rigole. au Sénat, autour j'avais de vous, compris. autour de la... Oui. Disons qu'il y a... Non, mais il y a surtout, en fait, c'est marrant parce que quand tu me dis ça, je me remets tout de suite le décor en tête. En plus, le café où on est, alors c'est art déco, c'est pas la même période, mais en tout cas, il est un peu grandiloquent, etc. Donc je me mets dans ces images, ces Devant tapis. des dorures. Voilà, dans les dorures, dans les tapis feutrés, avec quand même des gars dégueulasses qui ressemblent tous à peu près à Charles Pasqua ou à Gérard Larcher. Et effectivement, là, tout de suite, de dire il y a de la testostérone, on n'imagine pas de ouf le truc, hein, j'avoue. Non,
il y a surtout des gars qui font des taches sur leur cravate en bouffant des trucs en sauce. Hein. Pas ultra sexy. Après, il y a quand même sa pullule d'assistants et d'assistantes. On dit de collab. On dit de collab. Maintenant, de journalistes, etc. Des journalistes, alors ça, c'était à l'Assemblée nationale. C'était des journalistes et les petits collabs. Oui, les petits. Ah oui, les petits sportifs. Ah oui, c'est vrai. Donc, non, mais ça, c'est aussi parce que c'est aussi moi. C'est aussi que moi, j'ai ce petit œil pour ça, parce que je crois qu'il y a que ça qui m'intéresse dans la vie, en fait. Hein. Les histoires d'amour, mais la gaudriole. Mais en tout cas, non, mais disons que oui, il y a aussi ce truc d'entre-soi beaucoup, et tu revois les mêmes personnes. Les universités d'été, des partis, les journées parlementaires, tous ces machins-là, tu te barres, tu picoles, tu danses. C'est la colonie de vacances, sauf que au lieu d'avoir la cravate, on a la chemise un peu ouverte. Waouh, c'est ultra suave. En bras de chemise. En bras de chemise, expression de vieux élus, absolument. En bras de chemise. Ce qu'on voit dans ce livre, ce qu'on lit et ce qu'on en retient, c'est que c'est pas si drôle que ça. On a envie de sourire, on a envie de savoir, mais qui est qui ? Alors attends, à cette époque, alors qui était l'élu ? Mais on va rechercher. Mais on sent cette course vers on ne sait quoi, vers la perte de la personne. Ouais. Ça a dû être dur finalement. Oui, c'est... De l'écrire, de le vivre. Oui. T'as vu, ça me tait. Ouais. Oui, tout à fait, ce fut compliqué. Non, mais en fait, c'était vraiment ça. Je crois que j'avais... Ouais, je sais pas pourquoi je me suis pas... En fait, je comprends toujours pas comment j'ai accepté aussi longtemps. Voilà. Je comprends... Alors, j'ai eu des avantages, des détours, je sais pas, j'ai fait des gamins, je me suis bien marrée, j'avais du fric, etc. Je peux faire des voyages et machin. Donc, il y a tout ça, évidemment, qui maintient, hein, l'effet prison dorée. Le confort. Et puis surtout, les œillères, en fait. Les œillères qui ont été ma seule manière de fonctionner. Et effectivement, il y a un côté fuite, parce qu'à chaque fois, c'est... j'attendais qu'il se passe quelque chose de négatif pour me barrer. Et on me barrait, je le dis à un moment, plus que je me barrais, mais donc il fallait qu'il y ait vraiment la maîtresse de trop ou le truc vraiment scandaleux de trop pour que là je réagisse un tout petit peu, et encore pour faire un pas chassé de 10 cm pour repartir à côté, faire la même chose. Et voilà, et tout ce mélange de tout ça. Heureusement que j'avais aussi une vie personnelle à côté plutôt sympa. Que j'animais, parce que je faisais beaucoup de théâtre, je sortais beaucoup, j'avais plein d'amoureux, d'amoureuses, et puis après mon mari, et puis les enfants, et puis les machins, mais voilà, et au final ça a maintenu aussi ce fonctionnement de pas réellement questionner et de juste de m'en foutre plein Vous portiez quoi ? Ouais, hein ? Vous portiez tout un... Non, mais même de me surcharger d'à côté pour ne pas questionner le vrai problème. Et on est nombreux et nombreuses à faire ça, hein, dans les vies professionnelles. Moi, j'ai plein de potes là, à 45 piges, là, qui sont comme ça, dans une espèce de déni. Parce que c'est dur de questionner ce que tu as fait pendant 15 piges, le tout avec plein de fric, le tout avec une stabilité. Et puis voilà, donc ouais, non, c'était... Effectivement, je me suis quand même pas... La fuite en avant, effectivement ça, jusqu'à ce que ce soit trop douloureux. En fait, on ne bouge quand même que quand c'est insupportable, et c'était devenu insupportable. Voilà, c'est devenu... moi, j'arrivais l'été, je suis arrivée un été de vacances, je me suis dit à chialer, parce que je suis pas très rentrée, mais enfin pas non plus à ne pas sortir de mon lit en chialant, et donc ouais, non, c'était pas fou, ouais. C'est pas follement rigolo. Et je me suis trop animée avec de la merde, voilà. Et on se censure quand on écrit tout ça ? Pas du tout. Moi, je me disais, mais non, mais si, mais oui, mais lui, je le connais. Ah bon, tout le monde le connaît. Bon, non, on se censure pas. En fait, mon nouveau spectacle s'appelle Madame Meuf 10 femmes. 10 femmes, écrit femmes au pluriel, mais avec la volonté d'entendre, jeu de mots, play on words, jeu de mots de boumeuse, non, mais avec la volonté d'entendre effectivement la diffamation. Et cette idée m'est venue parce que mon éditeur m'avait, au début je lui disais, mais un quid de la diffamation, quid de qu'est-ce que j'ai, parce que vraiment les règles sont assez cheloues, c'est même pas tant sur les personnes connues, parce que la caricature politique sur, je sais pas, les Strauss-Kahn, les machins, évidemment qu'il y en a eu des kilomètres, mais je disais voilà, sur les intermédiaires, ceux que je clash le plus dans le bouquin sont tous les intermédiaires, en fait,
les saloperies de petits chefs de cabinet de merde. Voilà, excusez-moi d'être un petit peu vulgaire, mais je les déteste. Ces gens qui ont beaucoup de pouvoir et aucun contrôle. Et donc l'éditeur m'a dit 10 femmes, 10 femmes, 10 femmes, 10 femmes. Ah d'accord. Et ensuite, nous verrons, nous ferons passer un avocat à la lecture. Mais donc, non, au contraire, et j'ai adoré ça, 10 femmes, 10 femmes, 10 femmes, j'ai entendu ça, nouveau mantra. Mais en tout cas, non, pas du tout, il fallait pas. Au spectacle, j'avais plus la volonté d'écrire avec amuser. Mettre au présent, actualiser, élargir à d'autres catégories de métiers que la mienne, etc. Donc là, il y avait une volonté, voilà, parce que c'est en face à face et que ça dure 1h15. Mais là, j'avais voilà, ce que je voulais comme page, et donc non, il fallait y aller, ouais. Moi, je me suis beaucoup amusé à vous imaginer en tant que petit robot ChatGTP en train d'envoyer des messages de la part d'une candidate à la présidence de la République. Ah oui. C'est Yolène R. Et ouais. Bon, mais en fait, et si vous n'aviez pas fait de spectacle, si vous n'aviez pas fait attaché parlementaire, vous auriez fait quoi dans la vie ? Le rêve, rêve de la petite Hélène. J'en avais plein, mais en fait, je voulais déjà être comédienne. Hein. Rockstar, c'est ça ? Non, je crois que je le dis dans le bouquin, je voulais être avocate et majorette à la retraite, parce que majorette gagnait pas assez d'argent. Et déjà, j'étais déjà dans l'empêchement. Et finalement, j'ai fait avocate majorette. En fait, j'ai fait avocate, j'ai fait mon Sciences Po et tout mon bazar, là. Et puis maintenant, je fais majorette. Et j'avoue, ça gagne pas beaucoup d'argent. Mais par contre, non, je sais pas. Moi, de toute façon, j'étais une vraie littéraire, une vraie artistique, moi. Donc, je voulais faire un bac dessin pour faire styliste. J'ai pas eu le droit. Je voulais faire un bac théâtre pour faire comédienne. J'ai pas eu le droit. Donc non, je crois que oui, il y avait que ça qui m'intéresse. Ou alors la philo, j'aurais pu faire de la philo, prof de philo. On a plein de trucs en commun, franchement, c'est tellement bien, vas-y, give me five. Ah, on a le droit de se tutoyer. C'est vrai. On va imaginer que vous allez reprendre un café, que vous allez vous lancer dans une nouvelle buvette du Sénat. Je vais vous poser 3 questions pour passer votre diplôme. Quel est l'alcool le plus bu à la buvette du Sénat ? Ah, c'est une bonne question. Eh bien, je sais que pendant la réforme des retraites, c'était le Jet 27. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la Vlix se modernise. Lu ça dans Gala. C'est un alcool de jeunes. J'avais lu ça, dans le Canard, dans le Point, qui s'est transformé un peu en Gala, je dois avouer. Sinon... Gala a repris l'information, je suis tombé dessus. Sinon, qu'est-ce qu'ils aiment ? C'est au resto, c'est le vin rouge. À la buvette, je sais pas, les petits armagnacs, les machins comme ça, ouais. En réalité, c'est le rosé. Ce sont les vins et le rosé, mais effectivement, il y a des sources très sûres. Voilà. Donc le Point et Gala qui prétendent que le Jet 27 et le whisky ont été beaucoup plus bu lors de la réforme des retraites. Oui, c'est ça. Et le rosé, c'est peut-être parce que ça se féminise. C'est incroyable, quelle belle nouvelle. Ça se féminise. Je sais pas, le rosé, les filles, on boit plein de rosé. Ah oui. Piscine. Ouais. Qui a dit « Bien sûr, je suis de gauche, je mange de la choucroute et je bois de la bière ». Comment il s'appelle Ce serait pas Fabien Roussel ? Non. Ça fait Fabien Roussel peu, ça. Non, Fabien Roussel, c'est bien sûr que je suis de gauche et j'ai le droit de manger des homards, nom de Dieu. On sait qu'il est de gauche, il est encarté à gauche. Je suis de gauche, je mange de la choucroute et je bois de la bière. Ouais. Ça peut faire du Roselyne Bachelot, ça. Il est mort. Il est mort ouais. Oh là là. Il y a 2 informations, il y a le genre et... Il y a Chirac. Gagné, voilà. Il était de gauche. On remarque pour maintenant. Faites l'imitation, faites pas l'imitation. Non, je fais pas. Non, j'aurais pu faire juste. Bien sûr, je suis de gauche. Ah oui. Voilà. Non, je la fais très mal. Ah voilà. Oui, non, c'était. Arrête. Voilà. C'était bien. Oh, c'était chouette. Question histoire. Quel est le lien entre le restaurant La Pérouse et le Sénat ? Ça ressemble, il y a des petits salons feutrés, c'est très très feutré également, La Pérouse, c'est tout près. Le même chef, non pas le même chef, pas du tout, c'est une brasserie qui gère le resto du Sénat. Vous êtes vraiment un insider du Sénat, merde. Peut-être. Mais moi je suis jamais trop allée chez La Pérouse surtout. Non, on va y aller. J'allais plutôt au pub à côté où on vomissait dans la rue. La Pérouse est à 850 mètres du Sénat. Ouais, ça je vois aussi, c'est tout près. Eh bien en fait, il y avait un lien, il y a un lien souterrain. Ah bon ? Entre le Sénat et La Pérouse. Alors, voilà comment je peux retourner au Sénat maintenant. Je vais passer par chez La Pérouse. Un lien souterrain de 850 mètres aurait relié le Palais du Luxembourg à ce restaurant. Il permettait, selon la légende, à certains sénateurs de rejoindre leur maîtresse. Et oui, parce que c'est des petits salons à alcôve, La Pérouse. Ouais. Mais alors, je me suis renseigné, parce que je trouvais ça absolument formidable. C'est fort possible. Non, c'est fort possible que ça ait existé. Ah, ça n'existe plus. Maintenant, il y a des ragondins. Tout a été muré. Oh non. Ils ont muré plein de choses. Parce que les sénateurs étaient trop gros, ils passaient. Et ils ont même mis des détecteurs sismiques pour voir s'il y a quelqu'un qui commence à creuser pour essayer d'arriver jusqu'au Sénat. Oh non, Gérard Larcher, avec un petit coup de tatane, il arrivait à défoncer le tunnel, hein, franchement. Mais c'est moi, quoi.
Voilà. Ouais. C'était mon imitation de Gérard Larcher. Elle était visuelle. Oui. Je suis pas sûre qu'elle passe en podcast, mais elle était vraiment chouette. On filme. Ouais. Ah, tant mieux. Alors, Donc, non, mais c'est génial cette info, j'adore ça. Maison close, la maison close de la République, moi c'est comme ça que j'appelle le Sénat. c'était une information importante. Merci beaucoup, Hélène Vézier, Bah, Madame merci, Meuf. Alexis. Bonne Désolée continuation. pour le tutoiement. Non, ça me fait très plaisir. Hélène Vézier, très feutré. Non, pas très feutré. C'était très déjà pas feutré. mal. C'est déjà pas Le mal. livre est disponible partout aux éditions Du Rocher. Et le podcast, Madame Meuf, et le spectacle. Madame Meuf 10 femmes et Madame Meuf politiquement incorrecte qui continue en tournée toujours. Voilà, je serai, je sais pas quand sera diffusé cet épisode. Je serai bientôt à Compiègne, à Troyes, à Montauban, je ne sais plus où, je me rappelle pas, à Cogolin, voilà, je me rappelle pas. La classe. Et la Juste une tournée du question. nouveau. Oui, alors, et la tournée du bientôt. nouveau, c'est quand? Eh ben, c'est à partir du printemps prochain. En fait, 2025. je l'ai créé à Avignon, mais Oui. c'était test. tout de même relativement Avignon. speed parce que le bouquin n'était pas vraiment prévu dans mon planning. Donc j'ai écrit ce spectacle très vite. Bonne nouvelle, j'écris vite, mais il n'est pas fait. Voilà, on a fait le 1 heure pour Avignon et puis maintenant, voilà, on va le faire en tournée. Je vais faire un peu de plateau à Paris et puis voilà, il va arriver tranquillement. Là, c'est la première année, je touche du bois aussi, où je commence à voir un peu avec tranquillité ce qui arrive et non pas avec la rate au courbouillon et en faisant 873 trucs par an. Donc là, tranquillement, il arrive au printemps. Ouais. 2025, l'année de la sérénité pour Hélène Oui, Vézier. bien. Oh là là, jamais la sérénité. Non, ça m'angoisse terriblement la sérénité. On verra Je peux ça. À bientôt. Merci. Vous avez écouté Un café au comptoir. Petit mot habituel de chaque fin de podcast, eh bien, allez sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles, c'est encore mieux. Et puis surtout, laissez-nous un petit mot pour expliquer comment c'était bien ce podcast, comment vous l'avez aimé. Vous mettez n'importe quel pseudo, on s'en fout. En tout cas, nous, ça nous offre de la visibilité. Allez partager ce podcast avec vos amis, vos collègues, votre famille, allez, qui vous voulez. En tout cas, merci d'être ici et à très bientôt pour un nouveau café au comptoir.